présence malgré la chaleur. Donc on est ravis de recevoir Caroline Laurent à la librairie. Merci. Tu es venue il y a quelques années déjà tu as fait partie des premières rencontres, donc c'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui pour ton nouveau roman, donc Bande-son d'un amour féroce, publié en avril dernier aux éditions Buchet-Chastel. Donc pour te présenter en quelques mots, tu es franco-mauricienne, tu as travaillé dans l'édition pour plusieurs maisons d'édition aussi, et tu as écrit plusieurs livres qui ont été primés par plusieurs prix littéraires aussi. Donc, tu as notamment accompagné la parution du dernier livre d'Evelyne Pizier, donc Et soudain la liberté, qui est paru en 2017 aux éditions Les Escales. C'est un livre qui retrace donc, de manière romancée la vie d'Evelyne Pizier et de sa mère, et aussi le combat qu'elles ont mené pour les droits des femmes au XXe siècle. Puis en 2020, tu as publié Rivage de la colère, aux éditions Les Escales aussi. Et donc là, voilà, c'est un roman à la fois d'exil, de révolte, mais aussi d'espoir, puisque tu t'intéresses à l'archipel des Chagos, qui appartenait à l'île Maurice et qui a été vendu aux Anglais pendant la déclaration d'indépendance de l'île Maurice. Et puis en 2023, donc après une année difficile aussi, tu publies un récit plus personnel, donc Ce que nous désirons le plus, où tu retraces aussi, où tu questionnes le chagrin, la perte, et également le pouvoir rédempteur de la littérature et des mots, qui est quand même important. Et donc voilà, en avril dernier, on te retrouve donc pour Bande-son d'un amour féroce. Il s'inscrit dans la collection La Résonante de la maison d'édition. C'est une collection qui a vraiment pour volonté de lier littérature et musique ensemble. Et donc dans celui-ci, tu retraces une histoire d'amour dévorante et passionnante. On y découvre Amalia, une écrivaine de 34 ans, d'origine italienne, mais qui vit à Paris. Et lors d'une rencontre en Bretagne, elle fait la rencontre de Manek, qui est un barman de 44 ans. Et le coup de foudre est immédiat. Et donc tout au long de ce roman aussi, donc sur cette passion où on voit les failles, les prémices aussi du coup de foudre, puis les petits moments de retrouvailles aussi, c'est parsemé de musique qui accompagne chaque moment. Donc on a vraiment cette bande son de cet amour. Donc voilà. Et comment est né ce texte justement? Est-ce que c'était une proposition de la maison d'édition de rejoindre cette collection qui existe depuis à peu près 1 an? C'est ça. Oui, absolument. Merci Maëlle pour cette présentation. Effectivement, cette collection est née il y a 1 an et demi environ, née du désir de l'éditrice Maëlys de la Jugie de remettre un petit peu la musique à l'honneur à travers la littérature. Et pour ce faire, c'est effectivement elle qui va vers des auteurs pour leur proposer de participer et d'écrire un texte pour la collection. Donc c'est ce qu'en bon français on appelle du one-shot, donc un livre pour la collection, avec des profils très différents. Il y a eu Marcus Malt qui a ouvert la collection donc, il y a 1 an et demi. Plus récemment, en janvier, c'était Agnès de Sarthe, qui elle a écrit sur Kalsoum, la grande chanteuse égyptienne. Et puis moi, je suis arrivée avec une proposition finalement un peu différente, dans le sens où je n'allais pas me concentrer sur un seul artiste musical, sur un seul morceau, mais véritablement sur une bande-son, une espèce de playlist idéale de l'histoire d'un couple, parce que la musique est sans doute ce qui permet aux émotions en fait, de presque rejaillir de manière incandescente. Et c'était vraiment l'idée d'avoir un registre éclectique, donc des musiques qui vont être très contemporaines ou classiques, d'avoir un côté mosaïque, et en même temps d'avoir un véritable roman avec une histoire, un développement et des personnages forts. Merci. Et justement, pourquoi avoir choisi d'écrire sur une histoire d'amour, après avoir parlé de la violence ou des silences? Pourquoi avoir choisi cette thématique-là? Parce qu'il y a une part d'autofiction dans le livre, et que j'étais moi-même sur la fin d'une histoire d'amour, et que sans doute le réel m'a rattrapée et que j'ai eu besoin d'écrire dessus. Mais plus largement parce que l'amour reste quand même en littérature le sujet suprême. Comme on dit souvent, bon, l'amour, les mots, la mort. Voilà, c'est ça. Et avec ça, on fait de la littérature depuis que l'homme est homme et que la littérature est littérature. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était de pouvoir partir d'une histoire qui, en apparence du moins, peut ressembler à bien d'autres, donc avoir quelque chose de très universel, mais d'aller essayer d'analyser, presque j'allais dire d'autopsier, ce qui, d'une certaine façon, crée la singularité de cette histoire-là et lui permet d'atteindre une forme de vérité littéraire. Donc il y avait
une inspiration, on va dire, un peu personnelle, mais au-delà de ça, l'envie vraiment d'essayer de m'approcher de cette chose qui nous traverse tous, qu'on peine souvent quand même à analyser et à comprendre, qui est l'amour, la passion. Et comment tu présenterais justement cette histoire d'amour? Parce que c'est pas une simple histoire d'amour, il y a quelque chose de très magnétique aussi dans cet amour-là, dans cette passion. Comment tu la décrirais? Alors, il y a un début de réponse dans le titre, puisqu'il est question d'amour féroce, c'est que la férocité, en tout cas telle que le personnage principal, qui s'appelle Amalia, tel qu'Amalia l'entend, c'est à la fois l'envie d'être dans une vitalité extrême, dans une intensité permanente, et en cela, la passion, finalement, est bien un amour féroce. C'était vraiment une histoire qui, pour moi, devait s'incarner. C'est une histoire charnelle, c'est une histoire de désir, c'est une histoire dans laquelle la femme n'hésite pas à prendre les rênes et à avoir une forme de maîtrise presque de ce qui va se jouer en fait dans le couple. Il y avait cette dimension-là qui était importante. Et par ailleurs, c'est une histoire qui, comme la passion en fait dans son étymologie nous le dit, qui fait souffrir. Parce que patior, ça veut dire je souffre, patio, c'est souffrir. Et c'était cette dimension-là aussi qu'il fallait explorer pour poser la question des limites. Jusqu'où dans un couple, jusqu'où dans une histoire d'amour, on est prêt à aller? À partir de quel moment, au contraire, on estime que quelque chose de notre intégrité se dérobe et nous échappe? Et comment on fait pour après essayer de jongler entre ce qu'on ressent profondément, ses émotions, ses attirances, et puis cette part plus rationnelle, on comprend peut-être qu'il y a des choses inacceptables. Donc c'était d'interroger en fait les limites presque du cerveau humain dans une histoire qui n'est que corps et passion. Et avant de rentrer plus en détail dans le texte, je me demandais quel avait été le processus d'écriture justement. Est-ce que la musique a accompagné l'écriture du roman? Alors, c'est une longue histoire parce que finalement, au tout départ, si je reviens quand même dans la genèse de ce livre, j'étais partie sur un sujet qui n'avait rien à voir avec celui-là. J'étais partie sur le tambour. Je voulais écrire quelque chose autour des percussions, mais c'est pas si éloigné si on y réfléchit, parce que écrire sur le tambour, les percussions, c'était écrire sur la pulsation, c'était écrire sur ce qui fait vibrer, c'était écrire sur le rythme premier, quasiment, le battement de cœur. Et là, il n'est que question de battement de cœur, évidemment. Donc je me suis éloignée de ce projet initial parce que c'était séduisant mentalement sur le papier, mais quand on se lance dans l'écriture, on s'aperçoit que ça ne pouvait pas durer sur 100, 115 pages, 120 pages. C'était presque un dossier universitaire ou un dossier de presse, mais ça ne faisait pas un roman. Bref, et l'écriture elle-même, elle a été vraiment stratifiée. C'était des phases successives. Première phase, en fait, c'est un livre que j'ai écrit intégralement à la 3e personne. Donc c'était vraiment le jeu du roman qui permettait d'imaginer un personnage tenu à distance, donc Amalia, OL, qui allait vivre sa vie. Bon. Et là, c'est mon éditrice qui m'a dit cette collection, elle a quand même un principe et tu es passé à côté, c'est que tout est écrit au jeu. J'ai dit oui, je sais, je voulais tester, voir ta réponse. Bon, ok, ça ne passe pas, donc je vais tout rebasculer au jeu. Et elle avait raison, évidemment, parce que ça apporte en fait plus d'intensité, plus de force au propos. Donc j'ai repris intégralement le manuscrit pour passer du L au jeu. Donc, premier gros travail. Une fois que j'ai eu terminé ce travail, on a encore eu des échanges avec l'éditrice. Et là, il s'agissait d'arriver à concentrer le propos. Le texte tel qu'il était à l'époque, il était encore peut-être un peu bavard. Il y avait trop d'éléments, il fallait encore le resserrer, l'assécher presque, pour se concentrer vraiment sur ce duo amoureux qui devait irriguer l'ensemble en fait du livre. Donc, j'ai coupé. Ça veut dire qu'il y a des personnages que j'ai sacrifiés, qui n'existent plus, d'autres que j'ai réunis sur un seul personnage, des choses que j'ai pu trancher, amender. Et ce travail-là convenait à mon éditrice, mais là, c'est moi aussi qui sentais que je pouvais aller encore plus loin. Et donc, la dernière strate dans l'écriture de ce roman, comme souvent chez moi, c'est venu à la dernière minute ou presque. Et c'est ce que j'appelle la survoix musicale du livre. C'est la narratrice, Amalia, qui nous écrit depuis le moment présent et qui a en fait un peu de hauteur sur sa propre histoire. Donc on peut dire qu'on a presque 2 temporalités. On a vraiment l'histoire d'amour, que ces deux-là vivent au moment où ils vivent l'histoire. Donc ils sont presque englués dans leur histoire. Et puis on a Amalia un peu quand même en surplomb, qui est capable de prendre de la hauteur et du recul sur ce qu'elle a vécu, avec un regard éminemment littéraire. Donc
voilà comment les différentes phases se sont succédées pour l'écriture de ce livre. Merci pour cette réponse. Je vous propose un premier interlude musical. Donc on va écouter plusieurs musiques lors de la rencontre. Donc là, je vous propose d'écouter un extrait de Paolo Conte, donc Via con me. Et après, on pourra en parler un peu après. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che si sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Look at my face, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do-do-do-do, do-do-do-do, do-do-do-do. Donc on vient d'entendre une musique très importante pour le Oui. livre, parce que c'est vraiment dès les premières pages la bande-son aussi de cet amour, du coup. Ouais. Mais le roman est traversé, donc, comme tu l'as dit, de musiques très variées. Donc ça va être la musique classique italienne à Orelsan, à Britney Spears, Françoise Hardy. Comment tu as pensé cette sélection de musique, en fait, ce choix de chaque musique? Finalement, les musiques vraiment ont été imposées par ce que vivaient les personnages. L'intérêt pour moi d'intégrer cette bande-son dans le roman proprement parlé, c'était de faire dire au refrain, au chanteur, des choses que les personnages traversent mais qu'ils ne vont pas exprimer eux-mêmes. Donc il y avait un effet pour moi de dialogue entre le son et le texte. Après, il y a des morceaux que j'aime particulièrement. C'est vrai que Paolo Conte, c'est un morceau que j'aime particulièrement. Il y en a d'autres qui sont moins de mon goût personnel, mais qui, me semblait-il, servaient véritablement le moment que traversent les personnages, que ce soit au début, au milieu, à la fin. On n'est pas évidemment dans les mêmes couleurs, les mêmes palettes, les mêmes intentions. Et ça me permettait d'avoir comme ça quelque chose d'assez ouvert, je crois, sur la richesse aussi musicale, et puis de permettre peut-être à chaque lecteur de se replonger dans sa propre bande-son personnelle, parce que ces morceaux-là servent encore une fois le roman, mais n'importe qui à la place pourrait y substituer ses propres morceaux. Et ça, j'aimais bien l'idée qu'il y ait ces allers-retours, en fait, parce que, comment dire, on a tendance à assimiler les chansons, particulièrement les chansons dites romantiques, à des tubes cuculapraline, quoi. Voilà. Et ce que j'aimais bien, c'est que ces tubes cuculapraline, ils sont en même temps ceux qui nous ont portés dans des moments d'émotion intense de nos vies, de notre jeunesse, ou plus tard, ou quand on avait des enfants, je ne sais quoi. Et que le simple fait de les réécouter des années après continue en fait à nous transporter, parfois à nous déchirer le cœur et le ventre, au contraire à nous donner une joie intense, et que ça, il n'y a que la musique qui parvient à le faire. Il y a une forme en fait de véhicule de la mémoire, je sais pas, c'est très beau de voir à quel point la musique est capable de nous propulser dans un moment de notre passé avec une forme d'intensité dans l'expérience, et on retrouve, j'ai l'impression en tout cas, parfois même les atmosphères, peut-être les parfums qu'il y avait à ce moment-là. J'ai entendu je sais pas, telle chanson au bord de mer, et ben peut-être que pour moi Goldman sera toujours associé aux parfums salins et aux embruns. Et je trouve que ça c'est assez universel. Donc je voulais jouer là-dessus en tout cas. Et si ça te va, je te propose de lire un extrait pour rentrer pleinement aussi dans le texte. Alors, c'est un extrait plutôt au début, au moment où donc les deux héros sont follement amoureux et vont se retrouver en Bretagne, et puis le week-end s'achève, il faut bien rentrer. Et c'est cet épisode que je vais vous lire. Je voudrais écrire cette histoire d'amour comme j'ai pris un bain de mer en hiver, en transcrivant au plus près le saisissement, la brûlure et la glace, la bascule d'une vie. Le lundi soir, Manek m'a déposé à la gare de Landreguer. J'avais un changement à Guingamp. Je rentrais à Paris, lui à Viré, dans sa Twingo cerise. Au dernier moment, il a refermé sa main sur la mienne. « Tu ne veux pas venir avec moi ?» Évidemment que je voulais. J'ai décliné. Je préférais rester sur la beauté de notre rencontre, car c'était ce que nous avions vécu 2 jours durant, une nouvelle rencontre.
une main autour de sa nuque. J'ai coulé ma langue dans sa bouche, y épuisé le tabac que je ne fumais pas, confisquant sur ses lèvres le voile de nicotine et de mercure. Je suis partie sans me retourner. Dans le train, j'étais incapable de lire ou d'écrire. Seule la musique m'était tolérable. J'ai remis dans mes oreilles l'album de Cigarettes After Sex que nous avions écouté la nuit dernière, tout en nous découvrant, collés l'un à l'autre. Comment on sait qu'on est fait pour quelque chose ? Au début, je n'avais pas compris. Manek avait insisté, le corps noyé dans les oreillers, la tête sur mon épaule, soudain sérieux. Toi, comment tu as su que tu étais faite pour la littérature et pas pour la danse ou la musique, par exemple ? Qui te dit que je ne suis pas faite pour la danse ou la musique ? Il avait poussé un grognement tendre, marmonné quelque chose comme « Tu as vraiment réponse à tout », puis avait réitéré sa demande. « On ne sait pas, Manek. » C'était impossible. Il refusait de me croire. « À quel moment tu t'es dit que tu devais écrire ?»« Je n'en sais rien. C'est arrivé, c'est tout. » Petit geste de la tête. « Non. Il y a bien quelque chose, une impulsion, un truc. Un matin, tu te lèves et tu sais. Moi, ma vie, c'est l'écriture. Et tu y vas. Comment vous faites ? » Dans ce « vous », il incluait tous les êtres qui cherchent, parfois jusqu'à en devenir fous, un moyen de rendre l'existence plus présentable. Il avait de l'admiration pour eux, les artistes. De son côté, il s'était essayé à la musique. Rien de très concluant, même s'il aimait ça. Un jour peut-être, il reprendrait la guitare, mais il le savait. Il était à sa place derrière un comptoir et non sur une scène. J'ai réfléchi. On ne sait jamais ce qui est fait pour nous. On peut seulement essayer. Quand j'écris, je me crée un pays où vivre quelque temps. Mais ce pays peut disparaître demain. Manek s'était mordu la lèvre inférieure. Tu veux dire que tu pourrais t'arrêter d'écrire du jour au lendemain ? Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Il n'aimait pas cette idée. J'avais monté le son de mon portable. Ascolta. Pianissimo, les premières notes d'Apocalypse avaient percé l'obscurité. Des vagues très douces, planantes. Manek avait embrassé mes paupières. Sur mon sein, sa main ressemblait à la coque renversée d'un bateau. Ce que j'aime bien avec ce morceau, c'est que vous voyez, il est très doux, très planant, et ça s'appelle Apocalypse. Donc, il y a un petit jeu, bien sûr, sur le contraste et ce que potentiellement ça pourrait annoncer. Et justement, ce que j'ai beaucoup aimé avec le roman, c'est que on l'a découvert, il y a une écriture très fluide, sans prétention, pour vraiment découvrir au plus près en fait ce feu qui les anime tous les deux. Donc c'est vraiment, c'est magnifique à lire. Et en même temps, vous abordez, tu abordes de nombreux moments dans l'histoire d'amour. Donc là, on l'a découvert, après le coup de foudre, les moments aussi d'excitation, de retrouvailles. Oui. Il y a la question aussi, les questions qu'ils se posent l'un à l'autre. Et après, au fur et à mesure du roman, on voit les petites fêlures, voilà, les moments de doute qui apparaissent, et les tentatives aussi de combler les fausses notes, avec cette question aussi qui est un peu essentielle dans le roman. Peut-on vraiment réparer ce qui est déjà fêlé ? Ah oui, très juste. Et donc voilà, je me demandais comment tu avais pensé aussi ces différents éléments et la manière de les raconter, parce qu'il y a vraiment cette manière de dire l'universel, tout en faisant une histoire un peu unique quand même. Ouais. Oui. C'est très juste. Peut-on réparer ce qui est déjà fêlé ? C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible quand, vous verrez dans le livre, quand la corde a été coupée une fois ? Est-ce qu'on peut renouer ? Sans doute qu'on peut renouer, mais on voit toujours qu'il y a la trace de la corde parce qu'on fait un nœud. Voilà. Effectivement, la question sans doute c'était
de désamorcer dès le début, je vais peut-être juste lire le tout début, de désamorcer un possible faux suspense sur est-ce que ce couple va rester ensemble ou pas. C'est pas en fait ça l'enjeu pour moi du livre. Vous allez voir, je lis le prologue, qui est presque un poème, féroce. Si tout doit disparaître et finir au feu, s'il faut terrasser l'amour et le déchiqueter, abîmer jusqu'au souvenir, chanter la gorge tranchée, s'il faut flinguer la beauté et cracher dans la soupe, si rien, absolument rien, ne doit échapper au désastre, alors qu'il reste au moins ça, un livre, quelques pages arrachées au corps palpitant du passé, comme des lambeaux de chair dans la gueule d'une lionne. Ce début, en fait, laisse entendre effectivement qu'au bout d'un moment, ce couple, il va pas poursuivre son histoire. Ma question, moi, et c'est ce que je trouve intéressant pour le lecteur aussi, c'est quel est le chemin ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment on part d'un coup de foudre aussi fulgurant, d'une intensité telle, pour arriver à cette explosion, ce délitement et cette férocité-là qui jaillit ? Parce qu'il me semblait que, on le sait, toutes les histoires d'amour finissent mal en général, bon. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel virage à chaque fois va prendre l'histoire pour arriver à ce constat final. Et ça peut renvoyer chacun, bien sûr, à ses propres expériences, à ses propres souvenirs, à son propre présent parfois, et à ce qu'on met dans une histoire d'amour, dans l'idée même de l'amour, au contraire de la passion. L'autre question étant, est-ce que la passion et l'amour sont la même chose ou pas ? Quels sont les vrais points de jonction ? Au contraire, ce qui écarte ces deux données. Mais voilà, l'idée pour moi, c'était de travailler en fait sur des symboles ou des indices, comme dans une enquête, des indices littéraires qui sont là dès le début, de manière alors très impressionniste, et puis qui vont, au fil du temps, forcément s'élargir et arriver à une forme de béance. Et là, il y a d'autres choses qui vont se réveiller, se mettre en place. Mais ça m'intéressait en tout cas d'avoir des motifs littéraires qui permettent de sentir certaines choses, ou après quand on revient en arrière et qu'on lit tel passage, on se dit « Ah oui, ça c'était finalement déjà peut-être annonciateur de ce qui va arriver après ». Et ça, c'est le bonheur en fait de l'écriture lorsqu'on a fait une première mouture et qu'on peut reprendre depuis le début et là affiner effectivement tous ces motifs. Donc c'est une écriture aussi du ressac. On revient, il y a un mouvement presque de marée dans ce texte. Et avant de parler d'autres thématiques abordées dans le livre, je te propose, si ça te va, de lire le deuxième extrait qu'on a sélectionné et qui montre aussi qu'il y a un moment assez important dans le livre où on comprend que l'histoire a peut-être une fin justement. Et est-ce qu'on met la musique d'abord alors ? Ah oui, on peut mettre la musique. Alors on met la musique d'abord. Faut pas nous raconter la fin. Non. On y veille. C'est horreur, ça. On fait attention. No spoiler. J'ai acheté, mais je n'ai pas compris. Alors, on a entendu un petit extrait de Schubert. Je vous lis, puis on en parlera peut-être plus en détail. On est juste à un moment où Amalia se trouve dans l'appartement donc, de Manek. On ne l'a pas dit, on en parlera peut-être. Manek a 2 enfants, adolescents, avec qui les choses ne sont pas forcément simples. Et elle se trouve à ce moment-là seule dans l'appartement. Et je rappelle qu'elle est italienne. Calée dans un fauteuil, j'ai fini par ouvrir un livre de Michela Murgia, Leçon pour un jeune fauve. D'un coup, je me suis sentie revivre. J'étais renversée par la beauté féroce qui se dégageait de chaque page, des geysers de soufre sur une terre arasée. L'écrivaine sarde y racontait l'éducation sentimentale d'un très jeune homme par une femme plus âgée. La rencontre de 2 démons, toujours sur le fil, et les dégâts qu'ils produisent autour d'eux. J'ai attrapé un crayon, souligné de nombreuses phrases. Certaines âmes possèdent une fêlure secrète. Cette ligne fine peut longtemps rester invisible, nourrissant l'illusion de l'entier, telle la fente au cœur de l'assiette ébréchée. Lorsque la fracture cède, c'est toujours à cause d'un rien. Un degré de moins dans l'air,
suffit à provoquer la contraction du matériau et à mettre sa blessure à nu. D'autres fois, c'est un toucher léger, l'effleurement du bord doré de l'assiette, sans autre but que la caresse, qui brise le pacte silencieux des molécules. J'ignore pourquoi, en lisant ce passage, j'ai pleuré. J'ai continué, incapable de m'arracher à la splendeur du massacre. Murgia écrasait toute morale. Je me sentais bien dans ces phrases explosant le cerveau comme des mines. Dehors, le jour faiblissait. Les arbres n'avaient plus de feuilles. J'ai terminé le livre à l'heure où les chiens deviennent loups. Quand Manek est rentré, bien plus tard que prévu, le salon résonnait du plus beau quatuor de l'histoire musicale, La jeune fille et la mort. Il m'a embrassée et a défait ses chaussures, commençant à détailler ses problèmes comptables, le fournisseur qu'il devait rappeler et qui... Non, Manek, pas sur Schubert. L'incompréhension au fond de ses yeux noirs. Bon, a-t-il fait d'un air docile avant de s'asseoir près de moi. Écoute, on arrivait à la fin du premier mouvement. C'est au deuxième que mon âme s'envolait. Cette musique, c'est moi, ai-je failli lui expliquer. À la place, mon index sur la bouche, religieux. Manek s'est prêté au jeu de bonne grâce. Il a plissé les yeux pour marquer sa concentration. Lorsque l'Andante con moto a commencé, mes yeux se sont emplis de larmes. Je me suis vue poser mon cœur sur une assiette et la lui tendre. Les cordes rendaient palpable le combat acharné d'un corps et d'une âme face au néant. Schubert était mort 4 ans après la composition de ce chef-d'œuvre, à 31 ans. Le violoncelle portait le violon et l'alto dans une danse infinie qui me déchirait la poitrine. Alors que débutait la phrase la plus vive, ma préférée, le portable de Manek a vibré sur la table basse, relayé par une sonnerie atroce. Une giclée de guano sur la beauté, comme une verrue sur le nez pâle d'une jeune fille. « Oui, mon trésor !» a-t-il répondu en s'enfonçant dans le canapé. C'était Océane, sa fille. Le cœur éclaté, j'ai arrêté Schubert en plein milieu de l'Andante. Manek ne s'est aperçu de rien, il s'en moquait totalement. Cette musique, c'est moi. Lui répondait à sa fille au sujet d'un colis livré la veille. « Une veste en jean, tu dis ?» Il s'est levé et a fait un aller-retour dans la chambre en parlant toujours très fort, puis est revenu au salon. « Elle est ici, ma chérie, c'est bon. Oui, avec la petite broderie sur la poche. Mais oui, elle est trop belle. » Une larme a dévalé ma joue, plus vive qu'une bille de mercure. Je me suis levée. C'était bien ça. Un degré de moins dans l'air, l'effleurement du bord doré de l'assiette. La fêlure dénudée, enflée, venait de briser la porcelaine. Merci pour cette belle lecture. Donc on le voit aussi là, c'est un texte qui aborde des thématiques comme les différences de milieux sociaux aussi, les différences de vie. Donc on a Manek qui a 2 enfants déjà, Amalia qui n'a pas d'enfants, qui a l'habitude d'être assez indépendante, qui se retrouve projetée donc, dans cette vie en réalité qui au départ qu'elle n'a pas l'habitude en fait de ça. Tout à fait. Est-ce que c'était une volonté d'aborder ces réflexions en prenant la base donc, de l'histoire d'amour ? Oui, il y avait quelque chose en fait de contemporain, je crois, dans cette approche. La première chose, c'était un peu de parler de ce qu'on appelle rapidement les familles recomposées. Du point de vue donc, d'une femme qui pourrait être entre guillemets la belle-mère, et en essayant peut-être de proposer une vision moins idyllique que celle sur laquelle moi j'avais l'impression de tomber systématiquement quand je lisais des romans ou quand j'écoutais des podcasts, d'autant que le personnage d'Amalia ne veut pas avoir d'enfant. Elle n'est pas mère et elle ne souhaite pas le devenir, ce qui est assez radical, assez frontal. Et elle se retrouve dans une situation où l'homme qu'elle aime a déjà 2 grands-enfants, donc adolescents, 17 et 14 ans, et il va bien falloir composer avec ça. Et c'était interroger finalement ces liens tellement intimes, tellement complexes, où on a l'impression que ça vient en fait réveiller des choses beaucoup plus profondes chez l'un, chez l'autre, et il y a cette espèce d'équilibre qui est amené à vaciller, qui pourrait peut-être se former autrement, mais en fait il y a trop de conflits, mais ils sont silencieux. Enfin, je voulais vraiment poser la question de ce que c'est que d'être face aux enfants des autres, aux enfants de l'autre. Et pour avoir discuté avec un certain nombre de lecteurs et de lectrices,
je dois dire que j'ai eu beaucoup de témoignages de femmes qui sont belles-mères ou qui d'ailleurs ne reconnaissent pas toujours ce mot-là, cette expression-là pour parler de ce qu'elles vivent avec les enfants de leur conjoint, mais qui me disaient « mais moi je n'en peux plus, je ne les supporte pas, j'en ai marre, c'est difficile, c'est toujours dans la tension », et qu'il y avait quelque chose d'assez honnête peut-être à explorer aussi les moments où cette relation est tout sauf facile et tout sauf fluide, parce que je crois que c'est une réalité, mais qu'il y avait un côté très tabou autour de ça. Et que certaines femmes ont trouvé peut-être dans le personnage d'Amalia une figure un peu de miroir, qui pouvait en tout cas leur ouvrir une autre vision sans culpabiliser sur le fait que ça ne se passe pas toujours bien. Et ben, c'était intéressant en tout cas pour moi de poser cette question-là. Et par ailleurs, il y avait effectivement l'idée de... d'étudier ce que les classes sociales continuent à nous faire et continuent à faire au sentiment, à l'amour, sachant que tant que les deux personnages sont dans leur bulle, dans leur intimité, tout va bien. Mais c'est dès que alors ce que j'appelle la société, mais finalement la famille aussi, qui est la première des sociétés, dès que la famille s'en mêle, c'est là où les tiraillements à nouveau apparaissent, où on a l'impression qu'ils sont pris entre deux feux, qu'il faut d'une certaine manière, dans un conflit de loyauté, donner raison à l'un ou à l'autre, et souvent c'est à l'un contre l'autre. Donc il y a quelque chose à ce moment-là, justement, on parlait de fêlure, ou Murgia parle de la fêlure de l'assiette, mais c'est vraiment ça qui commence en fait à fragiliser le colosse, voilà, et on sent que plus on va aller vers une intimité, ben, ça veut dire plus entrer dans une autre famille d'un côté comme de l'autre, plus la relation va être complexe. Et c'est aussi un texte qui met en lumière une autre thématique qui est les contradictions aussi que peuvent ressentir les femmes aujourd'hui. Parce qu'il y a cette volonté et ce désir d'indépendance qui est face à la dépendance des corps aussi dans la passion amoureuse. Et puis il y a aussi, il y a plusieurs fois dans le roman où on voit Amalia qui se pose des questions en essayant, elle dit j'aimerais bien porter ça pour plaire à Manek. Alors, et à côté, c'est une femme très très indépendante qui se retrouve du coup avec ses pensées qui pour elle... ne devrait pas être là, quoi. Tout à fait, ben c'est l'histoire d'un personnage paradoxal, complètement, qui est tiraillé entre une vision, on va dire, ultra-rationnelle, liée déjà à sa fonction d'intellectuelle, d'écrivaine, de lectrice, avec une forme d'autodérision. Elle dit qu'elle a lu Ovidie, elle a lu Mona Chollet, elle a lu Simone de Beauvoir, bon, elle a coché toutes les cases du féminisme par ses lectures, et à côté de ça, dès qu'elle voit une robe un peu jolie, elle n'a qu'une envie, c'est de l'acheter, parce que comme ça, elle va être... séduisante et elle va plaire à son cher et tendre. Donc cette espèce de hiatus, comme on dit, de dichotomie entre la femme parfaitement libre, indépendante qu'elle aimerait être et la femme encore toute coquette, apprêtée qu'elle continue à être, eh bien c'est quelque chose qui, me semble-t-il, parle encore à beaucoup de femmes aujourd'hui. Et on a du mal en fait à s'extraire de toutes ces réflexions, dans le sens où sans doute qu'on nous a vendu une certaine image de l'amour. Alors, reste à savoir ce qu'on met encore une fois dans la définition de l'amour. En tout cas, des représentations littéraires, cinématographiques, photographiques de ce que c'est que la passion amoureuse dans l'amour hétérosexuel, en tout cas, entre un homme et une femme, où il y a toujours cette idée que quand même, la femme doit être belle, elle doit être coquette, elle doit être... attirante, là où l'homme il doit être grand et fort. Bon, voilà, on schématise, mais malheureusement on est toujours quand même dans ces schémas, et c'est ce qui fait que même si on arrive à déconstruire par nos lectures par exemple, par un effort rationnel de la pensée, ces modèles, à un moment donné on est rattrapé. Et sans rien dévoiler, mais il y a un moment d'échange entre Amalia et des jeunes femmes à l'université qui incarnent justement la nouvelle génération, un autre regard sur ces questions des relations entre les femmes et les hommes, et ça vient forcément la secouer, et d'ailleurs elle apprécie plutôt d'être secouée, mais force est de constater qu'elle n'a pas encore, elle, trouvé la solution de l'équation. Et dans le roman aussi, il y a la question aussi de perdre quelque chose de soi dans l'amour, qui est assez importante et qui revient plusieurs fois avec Amalia, du coup, qui a peur aussi de perdre cette férocité, cette envie de vivre aussi. Et est-ce que pour toi c'est ça aussi l'amour forcément? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi d'abandon d'une part de soi ou de... Oui, belle question, difficile. J'ai 4 heures. C'est bientôt le bac. C'est vrai. Je pense que c'est
une perte de soi consentie et volontaire. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans la relation amoureuse, dans la passion de la même manière, mais peut-être plus encore dans l'amour tel quel, on accepte de dépendre de l'autre. Enfin, il y a quand même ce jeu où on doit donner et s'abandonner. Les deux termes, pour moi, font écho. Parce que sinon, il ne se passe rien. Chacun reste avec des choses en lui qu'il ne va pas partager. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, oui, on accepte de prendre le risque de souffrir. On accepte de prendre le risque, peut-être, de perdre cet amour d'une manière ou d'une autre, d'être blessé, d'être déçu. Le coût que peut représenter une déception n'est pas négligeable dans une vie humaine, parce qu'on investit énormément dans une relation. On donne évidemment de sa personne, de son corps, mais on donne en fait presque sa capacité mentale, on va donner ses obsessions, on va donner son espace psychique. On accepte d'être envahi, et c'est délicieux d'être envahi, donc on n'a même pas envie que ça s'arrête, et en même temps on est conscient qu'il y a quelque chose qui se joue là, qui nous éloigne aussi de la personne peut-être plus stable ou plus, responsable, qui décide de sa vie. Enfin, l'amour, il me semble, c'est toujours une perte de contrôle, mais qui est embrassé pleinement, qui est habité, qui est désiré. La question, encore une fois, c'est jusqu'à quel point on peut aller, la limite. C'est peut-être la question du respect, c'est tout ça, mais en tout cas, il est assez important pour moi, pour vivre pleinement quelque chose, d'accepter de perdre un morceau de soi, mais parce qu'on va en le donnant à l'autre, on va finalement magnifier aussi cette partie-là, on va la voir se démultiplier autrement. Et c'est là où il y a un échange. Comme on est dans une librairie, je voulais aussi mettre en avant un point essentiel du livre. C'est un texte qui s'intéresse vraiment à la littérature aussi en tant que telle. Et la première question qui intervient aussi au début, c'est est-ce que écrire une histoire d'amour, c'est considéré comme de la sous-littérature encore aujourd'hui? Oui, alors j'ai écrit quelque chose là-dessus, je vais essayer de retrouver peut-être le petit extrait, effectivement. Alors, j'adore l'expression de mon éditrice, donc rendons à César ce qui appartient à César. C'est une véritable histoire d'amour, mais ce n'est pas une romance. Donc voilà, elle aime bien dire ça, ou sinon, formule autrement, à l'heure où on parle beaucoup de romance, finalement, on ne parle pas beaucoup d'amour. Bon. C'est vrai qu'il y a ce genre littéraire là, contemporain, donc que ce soit New Romance, Dark Romance, qui a créé des espèces en fait, d'appels d'air et qui intéressent tout un lectorat plutôt jeune et féminin, etc. À côté de ça, je sais pas, Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, toutes les histoires même dans la Bible, si on remonte jusque-là, Hélène dans l'Antiquité, enfin, les Métamorphoses d'Ovide, c'est que des histoires d'amour aussi, où il se passe des choses plus ou moins consenties, mais enfin, c'est quand même ça. C'est ce que je disais au départ, l'amour, les mots, la mort, quoi. On tourne autour de ça. L'écueil, évidemment, c'est d'en faire quelque chose qui soit rose bonbon et un peu niais, un peu mièvre. Donc, c'était aussi pour ça qu'il y avait féroce dans le titre, pour tout de suite dire, on va pas être dans du velours tout doux, c'est pas un livre qui est toujours confortable, au contraire. Premier point. Et puis surtout, d'arriver à marier effectivement l'analyse d'une histoire très contemporaine, donc avec les problématiques d'aujourd'hui, dans une vision de l'amour et du couple qui a beaucoup, beaucoup évolué en quelques années seulement, avec tous les schémas classiques familiaux qui ont volé en éclats, etc. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui permettait d'apporter presque une dimension sociologique au propos. Et à côté de ça, d'avoir quand même le feu et la passion, parce que je voulais que le livre soit lu un peu en apnée, d'une traite, qu'on ait vraiment envie de savoir, qu'on ait envie qu'il se passe peut-être ci ou ça pour les personnages, parce qu'on s'attachait à eux, et que c'est sans doute le meilleur moyen aussi d'écrire une histoire qui ne soit pas trop guimauve. Mais j'ai écrit un petit passage, peut-être que je peux retrouver, qui associe en fait roman d'amour et chanson d'amour. Voilà. C'est plutôt au début, donc il n'y a pas de problème pour gâcher. Force, voilà, c'est ça. Voilà, donc je fais attention, ne vous inquiétez pas. Longtemps, j'ai cru que l'histoire d'amour était à la littérature ce que la chanson populaire est à la musique. Un plaisir inavouable, un sous-genre un peu honteux. Un jour, j'ai compris que rien n'était plus difficile à écrire, car dans l'amour comme dans les chansons,
Les émotions sont des visages. Quoi de plus fragile qu'un visage? C'est tout ce qu'on n'a pas choisi et tout ce qui nous a été donné pour croire qu'on existe. Avec, il faudra bien affronter le monde. Mais si la bombe explose, qu'un seul mot vous défigure. J'écris comme on avance sur un champ de mines, en prenant le risque qu'il saute, ce visage, qu'il se désintègre. Même pleurer, on ne pourra plus. Nos yeux perdus, éclatés, comme deux trous noirs au milieu du néant. Là, c'est pas Guimauve, quoi. Et c'est indiqué aussi dès les premières pages, mais il y a, ce que tu l'as dit, cette histoire, elle a sans doute une fin. On comprend dès le début qu'elle finit pas bien. Est-ce que l'écriture, justement, c'est le temps du trop tard, c'est le temps de l'après? Est-ce que vivre une histoire d'amour et l'écrire, c'est complètement incompatible, en fait? Oui, j'ai l'impression que la vie fait concurrence à l'art et l'art fait concurrence à la vie, qu'il faut choisir son camp. Parce qu'au moment où on est dans une émotion tourbillonnante qui va complètement nous mobiliser, parfois nous rendre obsessionnels, et qu'on est heureux de vivre ça, finalement, l'écriture n'a aucune place. Sans doute que l'écriture vient toujours après. Elle vient toujours après les catastrophes, elle vient toujours après la souffrance, elle vient toujours après la perte, elle peut venir toujours après le bonheur, en tout cas elle vient après. Et le fait par contre que l'héroïne Amalia soit écrivaine, alors là il y a évidemment un jeu facile d'identification avec moi, mais c'était plus puisé dans ce que moi je vis en tant qu'écrivaine pour le donner à mon personnage. En tout cas, le fait qu'elle soit écrivaine, moi, me permet de poser une question, c'est aussi est-ce qu'elle ne vit pas tout ça pour pouvoir le raconter un jour? Presque ce truc un tout petit peu ambigu que parfois les auteurs peuvent avoir, de se dire qu'ils ont peut-être la conscience de vivre quelque chose de romanesque au moment où ils le vivent. Pour l'instant, ils n'en font rien, mais un jour, qui sait? Il y a un petit peu de ça. Et je ne sais pas si vous aviez lu le livre de Camille Laurence, qui est presque ma collègue, alors c'est Laurent mais avec un S, Laurence, qui a écrit Ta promesse. Je ne sais pas si vous avez lu ce roman, donc aussi un très 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 réussi, un roman d'amour, pas du tout mièvre, qui dissèque aussi l'histoire entre un homme et une femme et qui était uni par une forme de pacte au début, sachant que l'homme demandait à la femme promets-moi une chose, promets-moi que tu n'écriras jamais sur moi. Elle avait promis, mais pour que cette promesse puisse être honorée, il fallait que lui-même remplisse sa propre promesse que peut-être lui n'a pas tenue. Bon, je vous en dis pas plus. Toujours est-il qu'il y avait cette question de, lorsqu'on écrit, est-ce qu'on ne vit pas aussi les choses d'une manière plus incandescente, plus bouillonnante, parce qu'on sait que potentiellement, on emmagasine de la matière et qu'on en fera un jour peut-être un livre partageable avec le public. Et c'est parfois très inconscient, hein, je pense, mais tous les artistes, me semble-t-il, que ce soit la musique, la peinture, la littérature, le cinéma, on est quand même des esprits tordus, déformés. Enfin, disons qu'on a une vision qui n'est peut-être pas celle classique, où le réel n'est que le réel. Le réel est toujours le réel et ce qu'il pourrait devenir dans la fiction. Et cette espèce de mélange-là fait qu'on est sans doute dans une peut-être plus grande capacité aussi à absorber des choses soit difficiles, soit très extrêmes, avec des hauts très hauts et des bas très bas, parce qu'on a juste cette espèce de sécurité derrière que peut-être un jour on en fera quelque chose. Et ça nous rend peut-être plus résistants à encaisser certains chocs de l'existence. Ouais. Et comme la littérature est à l'honneur aussi dans le livre, puisque tu cites Annie Ernaux, Baudelaire, Christian Bobin, Marcel Proust, Goliarda Sapienza, et je me demandais, est-ce que tu as un livre aussi qui t'accompagne depuis des années, ou même peut-être plusieurs? Ah oui, bah alors, une quantité, ça c'est certain. Mais il est vrai que depuis quelques années, alors j'ai découvert avec un éblouissement intact à ce jour Déborah Lévy. Donc Déborah Lévy qui a écrit notamment un cycle autobiographique, 3 ouvrages. Donc c'est une autrice britannique. Bon, elle est née en Afrique du Sud, mais elle a rejoint Londres assez jeune. Et elle arrive, je ne sais pas, avec quelque chose de très anglais sans doute, une matérialité presque de l'écriture, où elle va s'intéresser à un escalator et comment les gens sont positionnés sur cet escalator, ou une amie qui a décidé de peindre sa cuisine en jaune, et qu'est-ce que c'est que de vivre dans du jaune, et des choses qui peuvent paraître très de l'ordre du détail, comme ça, et pour en tirer quelque chose de tellement universel sur qu'est-ce qu'être une femme aujourd'hui, qu'est-ce qu'écrire quand on est une femme,
Qu'est-ce qu'avoir des enfants et les élever quand le mari s'est taillé? Qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression de passer à côté de sa vie et qu'on doit la rattraper? Son livre préféré, qui est mon fond d'écran de téléphone, c'est Le Coup de la vie, couverture jaune d'ailleurs. Le coup de la vie, où elle explore en fait son désir d'émancipation dans un moment où elle vient de divorcer, se retrouve seule avec ses enfants et arrive à trouver un petit cabanon au fond du jardin dans lequel elle va écrire. C'est un livre merveilleux. Annie Ernaux, alors moi je la lis depuis des années et des années. J'étais folle de joie quand elle a eu le prix Nobel de littérature. Je me suis dit, voilà, au moins là, il y a une forme de justice. Donc c'était quand même une réjouissance. Mais parce que elle, alors à l'inverse peut-être de ce que moi j'ai fait, mais c'est chouette qu'il y ait ce dialogue en fait de texte à texte. Elle a écrit un livre qui s'appelle Passion simple, que vous avez peut-être lu, qui fait Très court. ouais, 75 pages peut-être, je sais pas, qui est vraiment à l'os, mais comme elle fait d'ailleurs tous ses livres, et où elle va raconter sa passion pendant 1 an avec un homme qui était russe, donc on est en plus sur fond de guerre froide un peu, mais bref. Et il n'est pas nommé, c'est assez clinique, comme souvent chez elle. Hein. Annie Ernaux, elle écrit l'écriture comme un couteau, quoi. Donc c'est avec une lame. Elle écrit comme d'autres, effectivement, tranche, cisèle, enfin. Et c'est juste ce qui reste une fois qu'on a enlevé tous les détails d'une histoire. C'est la substantifique moelle d'une passion amoureuse, qui est donc aussi très physique, et où là, moi, j'ai mis plus de chair, hein, j'ai mis plus de, je crois, de passion et d'incarnation, elle est à fond. Mais donc, Annie Ernaux fait partie de ces auteurs majeurs pour moi, et je dois dire, celle que j'ai lue, là, Michela Murgia, là, ces derniers mois, sur cette dernière année, elle m'a accompagnée, et son livre, Leçon pour un jeune fauve, je vous le recommande, je trouve qu'il est d'une grande beauté, extrêmement bien traduit de l'italien. Donc c'est une autrice sarde, hein, comme je disais, et elle a quelque chose d'incandescent. Enfin, c'est vraiment très beau. Merci pour ces recommandations de lecture. Et avant de passer aux questions du public, je me demandais, est-ce que tu as un nouveau projet d'écriture en perspective? Oui. Et aussi, est-ce que ton parcours dans l'édition influence aussi ton métier d'autrice ou ta manière d'écrire aussi? Est-ce que ça a influencé? Alors, je ne sais pas si ça l'influence directement. En tout cas, ça me donne une stratégie pour travailler le texte. Oui. Je pense que je suis encore plus dure et impitoyable avec moi-même, peut-être que certains auteurs qui n'auraient pas cette approche de correction, de relecture d'un texte. Je n'ai absolument aucun mal, moi, à couper des pans entiers dans mes manuscrits. Aucun mal à écouter tous les conseils. Bon, on m'a dit par exemple, tu passes du L au je, bah, je l'ai fait aussitôt. Enfin, plutôt conciliante et docile. Je fais confiance vraiment à l'éditeur. Et oui, ça m'a permis sans doute, le fait d'avoir été pendant bien 15 ans quand même en maison d'édition, de savoir quand même comment on construit une histoire et comment on peut lui donner de l'attention narrative, voilà, pour que ce soit toujours... comme on dit là encore une fois en bon français, un page turner. En tout cas, qu'il y ait cette sensation d'intensité quand on lit. Et pour répondre à la première question, maintenant, oui, j'ai un nouveau projet, mais je pense qu'on est tous toujours plus ou moins en projet. La seule question, c'est de voir lequel va tenir, résister aux changements de quotidien, de vie. C'est assez beau d'ailleurs de voir comment parfois les sujets qui paraissaient très forts à un moment vont complètement s'effondrer et puis vont être remplacés par un autre qui est plus juste. Mais dans tous les cas, j'ai une idée de roman et qui se passerait plutôt là à nouveau dans l'océan Indien. Voilà. Donc pour la prochaine fois, on voyagera à nouveau dans l'océan Indien. Merci beaucoup, Mais merci beaucoup, Mel. Merci. Je vous propose de terminer en musique. Super. C'est une musique qui apparaît pas dans le roman, mais j'ai trouvé que les paroles faisaient vraiment écho aussi à l'histoire et c'est une musique que tout le monde connaît. Donc c'est L'encre de tes yeux de Francis Cabrel. Ah, super. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul.